L'explosion à partir du 7 octobre était mêlée d'un afflux de mon passé. Et je me suis dit que, sortant d'un livre très amoureux qui était Flirt avec elle, qui était un grand amour pour l'Ukraine et pour la menace, il fallait que c'était le contraire, je ne pouvais que rejeter tout ce qui se passait. Ça veut dire rejeter la violence du Hamas contre les Israéliens et rejeter la violence d'Israël contre le Hamas, même pas contre la Palestine en général, et contre Gaza, etc. Et essayer de tenter de faire un bilan. Bon, mais ça, après, il reste à rester plus que jamais écrivain. Et à ne renoncer à rien de ce qui fait l'univers quotidien de mon écriture, qui est la nourriture quotidienne de ce que j'observe, de ce que je vis, la sensualité avec laquelle les choses m'arrivent. Donc d'essayer de tout incorporer. Et ça a donné ce petit livre. Ce qui est étrange, c'est qu'ensuite il y a eu... je ne pensais pas du tout le publier. Je ne pensais pas publier ce texte. Je ne savais pas où j'en étais. Et j'ai demandé à 2 ou 3 de mes proches de le lire. Ils étaient absolument enthousiastes. Parce que aussi je me suis dit que j'étais en train de dériver. Et j'ai demandé à Frédéric Boyer de le lire. Frédéric m'a dit mais je voudrais le publier. Je ne m'y attendais pas du tout. Et donc on s'est mis à le publier très vite chez POL. Pour ma plus grande surprise et mon plus grand bonheur. Après, j'ai écrit une carte de vœux que j'aime beaucoup, où j'ai imaginé un refrain commun à l'Israël et à la Palestine. Et cette carte de vœux qui était écrite après a agi comme une sorte d'amorce apaisante au livre, qui lui n'est pas apaisant. Puis le livre a continué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'en ai l'équivalent en quantité, sous un autre titre. Donc il y a une suite. Et voilà. Mais ça n'a de sens, tout ça, que si je réponds en écrivain. Et c'est répondant en écrivain que j'ai réussi à comprendre quelque chose, à me faire entendre à moi-même ma voix, avant de la faire entendre à quiconque. Il fallait d'abord que je la clarifie à mes propres oreilles, et aussi peut-être dire des choses que je ne m'étais jamais dites à moi-même. Voilà. Et maintenir une musique. Parce que j'écris des sons, et donc maintenir une sonorité. Et que cette sonorité ne soit pas la même que celle des livres précédents. J'ai toujours essayé, au fil de mon écriture, que le son du prochain livre ne soit pas celui du son du livre qui précède. Si je n'ai pas réussi ça, c'est raté. Voilà. Le tout en espérant ne heurter personne, parce que c'est vraiment blesser les gens et pas du tout ce que je veux faire dans la vie. Mais je vois déjà que j'ai au moins blessé quelqu'un qui m'a dit « je suis très blessé par ce livre, j'ai essayé d'expliquer et de réparer, mais je souhaite blesser personne. Et de toute façon, ce qui se passe est blessant pour tout le monde. Mais l'écriture ne doit pas rajouter là. Elle doit mettre ça en musique, littéralement. C'était écrit dans une brûlante urgence. Il s'est passé ceci. J'ai été sidéré par le déclenchement de ces événements. J'ai évidemment pas été le seul. J'ai été horrifié. Et je me suis dit que mon devoir, c'était de faire face, de ne pas me détourner, de ne pas m'enfuir, d'essayer de comprendre, et que la seule façon que j'avais vraiment d'essayer de comprendre et de me confronter aux choses et de faire face, c'était en écrivain. Si je faisais en écrivain, il fallait que je renouvelle, que je imagine, au fur et à mesure, une nouvelle grammaire et une nouvelle syntaxe pour transcrire mes émotions face à cet événement, et aussi pour canaliser l'afflux de souvenirs
et l'afflux d'informations intérieures qui d'un seul coup ont mis tout à remonter de mon passé, de ma jeunesse, de la guerre, de la découverte de la Shoah, qui s'est pas faite tout de suite après la guerre, pour moi d'ailleurs, je crois que pour beaucoup de monde, elle ne s'est faite que quelques années après, des réactions des uns et des autres, de la fondation d'Israël qui à la fois qui suscitait en moi une sorte d'adhésion totale, et puis au fur et à mesure on s'avançait de plus en plus de réserve, de la prise de conscience qu'il existait quelque chose qui s'appelait les Palestiniens et la Palestine, etc. etc. Il est écrit depuis un lieu mental. J'étais à la campagne, c'était l'automne commençait, il y avait les noix, il y avait beaucoup de noyers, et j'ai commencé, je ne pensais pas du tout, c'est bien ce qui est arrivé. Ça, et la violence immédiatement infligée par Israël, après la violence qu'Israël a subie, la violence immédiatement infligée m'a fait effacer momentanément la violence qu'Israël avait subie. C'est aussi que dans mon organisation affective, personnelle, les Juifs ont tellement souffert. Il y a tellement, on dit les Juifs ou les Israéliens. C'est pas la même chose, évidemment. Mais il y a des moments où c'est la même chose. Les Juifs ont tellement souffert lors de la Shoah, d'une souffrance sans équivalent au monde, que dans mon affect et dans mon esprit, il devrait s'être juré de ne jamais infliger de souffrance à quiconque. C'est ça. C'est ça, qui je suis dans cette affaire, et l'une de mes blessures. Et donc j'étais horrifié. Je sais très bien que c'est pas tenable, et je sais très bien que avant que s'opère ce qui s'est passé à Gaza récemment sous l'égide de Netanyahou, et sous l'égide d'Israël, c'est pas seulement Netanyahou, je sais très bien qu'ils ont déjà infligé beaucoup de souffrance à beaucoup de monde, localement, palestiniens, et je sais que tout ça on ne peut plus y reconnaître. Mais c'était ça mon histoire, et c'est pour ça que je suis parti de Gaza, parce que c'était Gaza qui prenait les bombes et que ça durait, au lieu de durer 24 heures, et que ça durait avec des moyens militaires démesurés. Et donc ça a effacé tout le reste, de même que je crois que la violence subie pendant 24 heures par les Israéliens a effacé dans l'esprit de beaucoup d'Israéliens ce qui se passe à Gaza. C'est inévitable. Et l'idée d'ailleurs n'est pas l'objectivité, l'idée c'est l'humanité, l'idée c'est d'être humain et de comprendre, et d'essayer de comprendre humainement ce qui se passe. Voilà. Et de créer, d'inventer une écriture à la mesure de ça. Ce qui est étonnant, c'est pas étonnant d'ailleurs, c'est pas du tout étonnant, mais ce que je cesse de rappeler à tout le monde, c'est que dans la pire des horreurs, il n'y a rien d'inhumain. J'ai déjà eu l'occasion de dire en public, dans des publics nombreux, que la Shoah, l'Holocauste, n'était pas quelque chose d'inhumain. Je m'explique. Ça fait partie du registre humain de commettre les pires horreurs. C'est à peu près aussi superficiel de dire que c'est inhumain que de dire que les Américains qui disent Trump is un-American, n'est pas américain. Trump est totalement américain et l'horreur américaine fait partie de l'Amérique. L'horreur de la Shoah fait partie de l'horreur humaine, de ce dont les hommes sont capables. Donc c'est aussi ce point de vue qui est évidemment qui domine aussi ce livre. Et j'ai pu aussi dire à quel point, et le dire je crois équitablement, à quel point la religion vous mène au pire, quelque religion que ce soit.
et crée des fables qui permettent tout. Et on ne peut pas critiquer Dieu. Et si on agit au nom de Dieu, on devient incritiquable. Et c'est là que la frontière du crime s'élargit, de tous les côtés possibles. Et donc, tout ça... et c'est aussi le sentiment que il ne peut pas être bon de revenir en arrière. Autrement dit, puisque la communauté juive mondiale ne savait pas que faire d'elle-même, est-ce qu'il fallait retourner sur la terre dite sainte, déjà ce mot est inacceptable pour moi, ou pas, et fallait-il fonder un État ou pas? Je pense que quand on fonde un État, c'est la logique de l'État qui l'emporte sur toute humanité, sur toute chose généreuse possible, et qu'il n'y a plus de justice qui tienne. Il n'y a plus qu'une logique de puissance et d'État. Il faut pas tomber là-dedans, sinon on devient des gens ordinaires. Et surtout ne pas revenir en arrière. J'ai relu récemment, bien avant tout ça, mais l'année qui a précédé, j'ai relu Philip Roth, le grand romancier américain, qui le premier a dit, mais c'était pas du tout nécessaire, le grand romancier qui s'affirme comme un grand américain et comme un grand juif. Il a cessé de le dire. Je suis pleinement juif en Amérique. Et il n'y avait aucune nécessité que nous retournions sur cette terre. On pouvait aller ailleurs, et ne pas fonder un État, mais incarner notre judéité. Il y avait 1000 façons de le faire. Lui, il l'a fait de façon stupéfiante, comme vous savez, mais non sans heurter beaucoup de gens là-bas aussi. Donc c'est pas une lubie, ça. La chose... je ne sais plus où j'en étais maintenant. Oui, les retours en arrière est un désastre. Mais ça, je ne pouvais pas le comprendre quand j'avais 20 ans. J'aurais peut-être pu. Mais je n'ai compris que petit à petit. Et je n'ai pas osé le dire. Je n'ai osé le dire que là, je me suis dit, c'est le moment quand même de faire le point sur beaucoup de choses. C'est le moment. Si tu ne le fais pas maintenant, j'ai aussi l'angoisse de la fin, de ne plus avoir le temps de comprendre et d'exprimer ce qui se passe. Je suis tout à fait à la fin de ma vie et j'ai peur que les moyens me manquent d'un jour à l'autre. Et donc je pense aussi que l'angoisse de ça est sensible peut-être dans le livre. C'est pour ça que c'est une sorte de précipité à la fois d'écriture et d'idées, de culture, où il y a eu toutes sortes de conjonctures de l'exposition Jean Genet, dont je parle qui est évidemment tellement mêlé à tout ça, mais qui est très courageux là-dessus, au moins Genet. Au moins, sur le problème palestinien, il a été très lié à la Palestine, mais il a clairement dit l'arabité et être musulman, s'il n'y a pas, ça n'existe pas, ça ne doit pas exister, pas plus que la judéité et Dieu juif, etc. Il dit ça, c'est quand même très courageux de le dire, pour quelqu'un qui était ultra pro-palestinien. Bon, moi que je suis, n'imaginez pas à quel point je suis pro... excusez-moi, c'est grossier de dire pro-juif, pas imaginer, c'est la folie de ma part. Je suis pro-juif, je me sens même coupable directement de la Shoah. Je veux dire, j'ai quelque chose à expier. Et je pense d'ailleurs que la Shoah, c'est pas seulement le fait des nazis. Je pense que c'est le fait. Kertész a dit ça. Le grand romancier hongrois. Il disait, vous savez, ce serait une erreur de penser que la Shoah, c'est seulement le fait des Allemands, et à l'intérieur des Allemands, le fait des nazis. Non, c'était une sorte de moment civilisationnel atroce, global, qui était une pulsion de mort. Donc je pense qu'il faut, à une pulsion de mort, il faut répondre par une pulsion de vie, pas par une contre-pulsion de mort. C'est aussi ce que souhaite dire ce livre. Et voilà, si c'était pas passé ce qui vient de se passer, je ne crois pas que j'aurais osé le dire publiquement, et aussi puiser, trouver dans les ressources de mon écriture la capacité de l'exprimer.
J'ai peur de blesser et je ne veux pas. Il y a suffisamment de blessures comme ça. Je voudrais ajouter à l'intelligibilité. Je voudrais rendre quelque chose qui est devenu intelligible pour moi, le rendre intelligible avec d'autres. Et je sais que le livre fait aussi ça, on me l'a dit maintenant, déjà. Depuis 15 jours que le livre existe physiquement. Beaucoup de personnes m'ont dit ça. C'est le livre que nous souhaitions, mais nous ne savions pas. Beaucoup de personnes de tout bord possible. Je n'ai pas d'imagination. Donc, je puise dans le réel, dans les choses que j'ai vécues. Il n'y a pas... À partir de là, j'ai un sentiment très sensuel des choses et très sensuel de l'existence. Mais le travail de l'écriture est de trouver des sons qui disent le sens. Ça, c'est un travail de défiguration. C'est pas un travail figuratif. Il ne suffit pas que je dise le mot table pour que la table soit présente dans mon livre. Il faut que je travaille un son qui rende ça. C'est ça que j'appelle une écriture non figurative. Il faut que j'invente. J'avais dit pas d'imagination, mais je pense que j'ai peut-être une sorte de sentiment de travail de la langue inventif. À partir du réel, mais du réel, de quel réel? Du double réel, le réel que nous vivons et le réel de la langue. Moi, je n'ai que la langue pour exister. Je n'ai que l'écriture pour exister. Si j'écris pour vivre. Si je n'écris pas, je n'ai pas de vie et tout le reste de ma vie s'organise à partir de l'écriture. Mais il ne s'organise pas en disant les choses, il s'organise en faisant un déport, un déplacement du son-sens à l'intérieur de la ligne, un déplacement de la ligne par rapport à la ligne suivante, un déplacement de la ponctuation qui est très organisée, très organisée, une disparition des majuscules, même en tête de phrase, et du point à la fin pour dire que tout ça ne commence pas avec le premier ligne, et tout ça ne finit pas avec le dernier mot. C'est quelque chose qui est en route et qu'on prend en marche. Simplement, une fois donc on fait avec les moyens du bord, il n'y a aucune liberté. Je ne suis pas un homme libre. Je n'ai jamais rencontré d'être libre de ma vie. Je veux dire ce que veut dire, c'est un des mots dont je ne connais pas le sens, le mot liberté. Simplement, se forment des blocs d'écriture. À l'intérieur des blocs, la masse elle-même est mouvante. Et d'un bloc à l'autre s'organise une énergie qui crée au total une partition. Mais mouvante, absolument mouvante. Et mes livres sont aussi organisés, ce livre-là particulièrement, en sorte qu'on peut l'ouvrir à n'importe quelle page. À n'importe quelle page. Et que... Et poème, aussi bien la lyrique la plus poussée de certains passages, que le raisonnement le plus contrôlé de certains autres passages. Le tout, c'est comme ça que les choses me viennent à la conscience, et aussi le fait que quand j'évoque Montaigne, par exemple, ou la Boétie, je les évoque, ils sont comme si c'était strictement mes contemporains. Pas moi, le leur. Non, eux, le mien. Spinoza, si ça a un sens, c'est parce qu'il est d'aujourd'hui. Ça n'est pas la culture du passé. Je suis quelqu'un qui essaye constamment de s'arracher à la gangue du passé. J'ai reçu une éducation
très très bonne, mais très fondée sur la tradition et sur le passé, et les grands maîtres, etc. Mais j'ai compris que c'est pas ça que moi je voulais faire. Je voulais comprendre que les grands maîtres c'est aujourd'hui, que Cézanne c'est aujourd'hui. Voilà, que Rilke c'est aujourd'hui, sinon d'ailleurs Rilke c'est vraiment tellement actuel que bon, que l'être pour la mort, que les c'est ça que dont il faut rendre compte, et aussi de se défaire de... Moi j'ai reçu une éducation religieuse extrêmement développée. Je suis né dans une famille catholique avec des traditions aussi fortes que n'importe quelle famille juive ou musulmane. Donc je sais de quoi je parle quand je dis de s'arracher à la religion et que ça doit rester dans la sphère privée et ne pas servir d'alibi à rien, et surtout ne pas servir de carcan à quelque interprétation ou à quelque code que ce soit. La vie, la vraie vie déborde de tout ça. Et à ce moment-là, l'écriture doit absolument se montrer à la hauteur et doit même favoriser cette action permanente de débordement. Et qu'il est beau de naviguer sans centre. Et donc d'établir, ça ne veut pas dire de dériver n'importe où, ça veut dire d'établir un plan de temps-espace sans centre, et de l'établir, puisqu'il est comme ça dans la vie, il est comme ça dans la page aussi. Mais ça il faut l'inventer, parce qu'on m'a dit, non, au contraire, tu dois avoir un centre, un début, une fin, puis un milieu. Non, je n'écris pas comme ça. Et le dernier petit livre, je pense qu'il mène ça aussi loin que j'ai pu le mener, et j'ai toujours l'impression qu'après on va s'arrêter. D'ailleurs, ça va peut-être être le cas, parce que peut-être que le mot fin est proche, mais pour mille raisons. Le titre, c'est que c'est comme souvent le résultat d'une multiple combinaison. J'étais au musée du Sénat, de l'Orangerie du Sénat, voir l'horrible exposition Goethe, Stein et Picasso, qui est un trucage et quelque chose d'affreux. J'étais seul, on avait ouvert pour moi, donc il n'y avait personne pour me déranger et m'aider à absorber mon horreur. C'est un mensonge total, et des rapports que Stein a pu entretenir avec la peinture de Picasso et avec le modernisme pictural en général. C'est un évitement du sujet et un trucage. J'étais outré. Et je sors de là, je me trouve dans le parc du Luxembourg, et tombe une pluie glacée, absolument glacée. Et comme j'étais pas loin de la rue de Fleurus, là où habitait Goethe Stein, j'ai entendu la voix de Stein qui me disait « Ça va bien, Dominique, dans la pluie glacée ?» Et à haute voix, j'ai répondu « Non ». Et puis je suis resté avec ça. Et ensuite s'est enclenché le livre. Mais ça m'est resté ça comme titre. Titre que j'ai voulu changer au dernier moment, quand il était question qu'il passait trop tard. Il y a la suite, s'appelle la suite du texte. J'ai voulu que le titre de la suite devienne le titre du premier. C'était Tueuse et tuante. Tueuse, virgule, et tuante. Tueuse, le féminin de tueur. Donc, si cette suite n'est jamais publiée, elle s'appellera Tueuse et tuante. Ça aurait été ça l'autre titre. C'est l'époque qui est tueuse et qui prend son temps et devient, quand elle le décide, tuante. En ce moment, la tueuse se fait vraiment tuante.